de siège, l'Assemblée nationale a voté la 14e prorogation avec une particularité, l'arrivée des troupes ougandaises. Le Sénat a voté à l'unanimité la loi rectificative du budget 2021 et la loi de finances 2022. C'était en plénière de mercredi en soirée. Désormais, une ligne rouge pour résoudre les conflits fonciers, une invention du ministre Sakombi pour avoir les informations à la source. Les médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique et des défis du développement durable, c'est le thème retenu pour les États généraux de la presse. Bienvenue sur Télé 50. Les députés nationaux ont voté pour la 14e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La particularité de cette prorogation est l'entrée des troupes ougandaises sur le sol congolais pour combattre les ADF. L'objectif étant de mettre fin à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les provinces où il y a l'état des sièges, l'Ituri et le Nord Kivu. Les députés nationaux ont voté la 14e prorogation. Et dans son exposé des motifs, le ministre d'État, ministre de Développement rural, François Roubota, a motivé cette énième prorogation par le fait de persistance de la situation d'insécurité et en vue de consolider la nouvelle dynamique sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans les soucis de parvenir à bonne date à la fin de ce cycle de violence qui a endeuillé nos compatriotes de la partie orientale de notre pays, ces mesures ont fait l'objet d'une évaluation sans complaisance par les deux chambres du Parlement. Il en est ressorti plusieurs recommandations, dont celle d'un état de lieu exhaustif sur terrain avec les acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre de l'état de siège. Cette nouvelle prorogation, conformément aux dispositions de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, ce régime d'exception est sollicité aux fins de permettre aux forces armées engagées au combat de poursuivre les opérations afin de restaurer la paix dans ces provinces. Sans débat, la 14e prorogation de l'état des sièges a été votée par 275 députés sur 279 présents. Et le Sénat, dans un travail marathon pour vider la matière inscrite au calendrier de la session de septembre, à la plénière du mercredi, 2 lois ont été votées à l'unanimité. Il s'agit de la loi rectificative du budget 2021 et la loi de finances 2022. Toutes ces 2 lois ont été votées après présentation des rapports relatifs par la commission ECOFIN et bonne gouvernance du Sénat qui travaille d'arrache-pied depuis quelques jours. La première loi, votée en des termes identiques avec l'Assemblée nationale, sera envoyée au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour promulgation. La deuxième appelle par contre la convocation d'une commission paritaire Sénat-Assemblée nationale afin d'harmoniser les vues, car le Sénat a pu dégager environ 97 millions d'excédents. La clôture de la session ordinaire de septembre, prévue le 15 décembre, a été retardée pour permettre au Sénat de voter le projet de loi d'habilitation et celui portant prorogation de l'état de siège décrété dans une partie du territoire national. Pour la loi rectificative 2021, sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres ont pris part au vote, 95 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021. Il faut souligner que la loi d'habilitation permettra au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de proroger l'état de siège dans les provinces concernées sans recourir au Parlement qui va bientôt en vacances. Le Sénat a décidé de mettre en place une commission d'enquête afin de voir clair dans les dossiers de plus de 700 projets prévus dans le budget 2020, mais non exécutés.
47 55 55, c'est la nouvelle ligne d'alerte et de collecte d'informations lancée par le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi. Le but est de lutter contre le conflit lié à l'immobilier par manque d'une bonne information. D'un exploit à un autre, le ministère des Affaires foncières, à travers la ferme détermination de son patron Aimé Molendo Sakombi, vient de se doter d'une ligne d'alerte et de collecte d'informations à Congo Call Center. L'objectif est de lutter contre les conflits liés au foncier et à l'immobilier par manque de la bonne information, souligne le ministre des Affaires foncières. Cet outil, c'est pour vraiment rendre transparent les procédures, les délais et surtout les coûts, pour que les assujettis puissent vraiment dès l'entame de leur dossier, suivre la loi actuelle encore, même si on va la changer l'année prochaine, pour qu'ils ne puissent plus être lésés. Et nous sommes sûrs qu'avec cette ligne de collecte et d'alerte, l'assujetti va appeler pour dire voilà, ici on me demande $100 pendant qu'on a affiché $50. Par un appel au numéro 475 555, les assujettis peuvent entrer en contact avec le ministère et posséder toutes les informations nécessaires ou même dénoncer une quelconque irrégularité, poursuit Aimé Molendo Sakombi. Cette ligne salvatrice doit pouvoir aider nos concitoyens qui n'ont peut-être pas les moyens de consulter un avocat conseil ou qui sont mal encadrés, que ça soit leur premier réflexe. Le lancement de cette ligne d'alerte et de collecte d'informations est donc une innovation tous azimuts. Décidément, le numéro 1 des affaires foncières est plus qu'engagé à mettre fin aux dysfonctionnements et antivaleurs qui ont longtemps gangréné le secteur foncier en République démocratique du Congo et ainsi faire de celui-ci un ministère modèle de par sa restructuration. 2 mois après le lancement du projet Kinshasa Zéro Trou, l'heure est au suivi. La journée de mercredi a été consacrée à la visite des chantiers concernés par ce projet. Le ministre d'État, ministre des ITP Alexis Guizarro et le vice-ministre de l'Intérieur ont fait le tour de certains sites. C'est pour donner un coup d'accélérateur au projet Kinshasa Zéro Trou que le ministre d'État, ministre des ITP, a visité les différentes artères concernées par ce projet. Sur instruction du chef de l'État qui tient à améliorer les conditions de vie des Congolais en général et des Kinois en particulier, Alexis Guissaro Mouvouni, accompagné du vice-ministre de l'Intérieur, a procédé d'abord à l'ouverture à la circulation de la route Triangle Cité Verte au croisement des avenues Bypass et LDK. Ensuite, le cortège a pris la route pour l'avenue de Libération non loin de l'UPN en pleine réhabilitation. C'était aussi l'occasion pour le ministre d'État de jeter un œil sur le projet ABC au niveau de l'avenue Massikita qui subit des réparations et des travaux de lutte anti-érosive dans cette même partie. À Walungu, c'est la réhabilitation et la construction des caniveaux qui seront reliés à l'avenue Ngouma où les travaux de l'asphaltage sont terminés. Le dynamique, Alexis Guissaro, s'est imprégné également des travaux achevés sur haute tension et LDK où l'entreprise a dit Construct avance dans la réhabilitation de la chaussée. Pèlerin infatigable, le patron des ITP s'est rendu sur l'avenue des Écuries au niveau de Jean 23, puis à Bassoko et à Oua dans la commune de Kinta, de Sosimat à GB et enfin à la boucle hôtel de ville de Kinshasa et l'avenue du marché envahie par les commerçants. Alexis Guissaro s'est dit satisfait de l'avancement des travaux dans ces sites. Il invite par ailleurs les entreprises qui exécutent les travaux au respect du délai pour la première phase. À ce stade, nous pouvons considérer que la première phase de notre projet Kin Zéro Trou évolue. Nous avons donné des instructions très claires pour que les 19 artères de Kinshasa qui sont pris en charge dans la première phase soient achevées au plus tard dans les 3 mois. Sa tenue du jour l'indique si bien. L'homme de terrain, Alexis Guissaro Mouvouni, s'est dirigé à Willery où les travaux de réhabilitation de la chaussée se poursuivent pour chuter enfin sur l'avenue Victoire où l'entretien et les bétonnages de la chaussée s'effectuent. Rappelons que le projet Kinshasa Zéro Trou, lancé le 14 octobre dernier par le Premier ministre, concerne 19 artères de la ville de Kinshasa pour la première phase, avec 39 km à réhabiliter.
En santé, la confusion qui règne dans le chef de la population sur les symptômes de la Covid-19 et la grippe serait à la base de l'implosion actuelle de la pandémie à coronavirus. Le virologue en chef, le docteur Jean-Jacques Muyembe, alerte sur l'augmentation spectaculaire des cas de contamination, dont plus de 1000 par jour et de plus en plus chez les enfants. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire. La majorité des cas que nous voyons dans la communauté présentant les symptômes de la grippe, effectivement, ce n'est pas la grippe. Il s'agit donc, dans la majorité des cas, de la Covid-19. Plus de 1000 cas de contamination par jour et de plus en plus chez les enfants, un constat remarquablement amer, dont une première depuis l'entrée de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, nous avons déjà atteint 1000 cas par jour. C'est ce qu'on n'a jamais vu au cours des vagues précédentes. Comme conséquence, Kinshasa et Congo central sont les provinces les plus touchées et endeuillées depuis il y a quelques jours. Au niveau des centres de traitement de Covid, dont les CTECO, les hôpitaux, ces centres sont vraiment débordés. Il y a au moins 80% des lits qui sont occupés. En conséquence, également, vous avez des demandes accrues en médicaments et en oxygène. Et également, nous remarquons qu'il y a de plus en plus de décès, surtout dans la province du Congo central et ici à Kinshasa. Il y a 2 jours, je crois, on m'a dit qu'il y avait 15 décès de Covid ici à Kinshasa. Selon Muyembe Tampfoum, le relâchement dans le respect des mesures préventives édictées par les autorités et le manque de la couverture importante de la vaccination seraient les causes principales de cette inflation. Et nous disons donc, ceux qui présentent les symptômes de la grippe, nous leur demandons de faire les tests Covid obligatoirement. Quant à la pratique du traitement traditionnel avec l'utilisation des plantes et certains produits pharmaceutiques comme Confort, le docteur Muyembe estime qu'il n'y a pas d'inconvénient, seulement et si cela est fait avec modération. Avant d'amorcer son atterrissage, ce dernier a signalé que la participation de tous et à tous les niveaux s'avère impérieuse, notamment dans le secteur de l'essu, les PST et du transport, en interpellant la vigilance des autorités des tutelles. Santé sexuelle et de la reproduction, il se tient à l'université de Kinshasa les premières journées de gynécologie obstétrique des cliniques universitaires de Kinshasa avec comme thème infertilité. Ces travaux se déroulent grâce à l'accompagnement de l'organisation internationale IPASI. L'infertilité, c'est le thème au centre des premières journées de gynécologie et obstétrique des cliniques universitaires dont les travaux se sont ouverts ce jeudi 16 décembre 2021 à l'université de Kinshasa avec l'appui de l'organisation internationale IPAS. L'une des causes principales de l'infertilité reste les avortements clandestins ou à risque, occasion pour Dr Emengenda, spécialiste en santé publique, d'exposer sur l'écosystème de l'avortement sécurisé en République démocratique du Congo. Dans un pays où on veut avoir un écosystème durable, il faut que nous ayons les lois et les politiques qui font la promotion de la santé sexuelle et reproductive, la promotion de droits humains. Il faudrait que le financement soit conséquent et accompagne tous les services, tous les domaines de la vie, y compris les domaines de la santé sexuelle et reproductive. La RDC a adhéré depuis 2008 au protocole de Maputo. Cependant, ces documents juridiques n'est pas encore assez vulgarisé. Le magistrat Kingoudi Mungulu Koudia, avocat général, a expliqué les conditions de forme et de fond du dit protocole pour lesquels l'avortement est dépénalisé en RDC. L'avortement sécurisé est un droit pour la femme et contribuera à réduire la morbidité maternelle et les risques élevés de l'infertilité. Il y a d'abord le risque infectieux qui peut entamer sérieusement la fertilité future. Surtout l'infection post-avortement. Et cette infection post-avortement va aller dans les trompes, tout ça. Donc il y a l'infertilité qui va venir. Ces premières journées vont du 16 au 18 décembre en cours.
Inauguration du centre hospitalier Moderna Olympique situé dans la commune de Lingola. L'OH offre des soins innovateurs issus de la dernière évolution de la médecine utilisant entre autres la tomodensiométrie, dite aussi scanographie. Aussi, l'hôpital offre des soins de qualité liés à la grossesse, à l'accouchement et à la période néonatale. La ministre provinciale en charge de la santé, Lisa Nembalemba, a représenté le gouverneur à cette cérémonie. Dès sa prise de fonction, Lisa Nembalemba, ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, sous l'impulsion de Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, se bat pour concrétiser la vision du chef de l'État en matière de santé pour que la population quinoise accède aux soins de santé de qualité et à un coût abordable dans un environnement sain. C'est ainsi qu'elle a matérialisé le projet Hôpital Bopeto à la grande satisfaction de la population quinoise. Ce mercredi 15 décembre 2021, poursuivant ses objectifs, Lisa Nembalemba a procédé à l'inauguration d'un hôpital moderne communautaire, à savoir Olympic Hospital. Précisons que la matérialisation de ce projet est le fruit d'un partenariat public-privé entre le ministère provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention et M. Li Yong-dang, promoteur de cet édifice, et cela avec la facilité de la cellule présidentielle au programme d'appui d'urgence et intégré de développement communautaire. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un hommage mérité à son Excellence M. Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, qui fait de la santé le cheval de bataille de son action gouvernementale. Cet important projet de l'amélioration des conditions de vie de la population par la santé publique constitue l'un des axes stratégiques de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont l'objectif est de contribuer à la feuille de route de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa à travers le ministère provincial de la Santé. Coordonné de main de maître par le conseil spécial du chef de l'État en la personne de Philippe Ngwala Malemba. Signalons que la cellule présidentielle au programme d'appui d'urgence intégré de développement communautaire a pour mission d'accompagner les institutions à atteindre leurs objectifs en mobilisant pour elles des partenaires financiers. Parlons des états généraux du secteur de la communication et médias. C'est depuis lundi que les membres du comité d'organisation et scientifiques sont en retraite pour préparer ces assises de 3 jours qui auront lieu dans un futur proche. Ces travaux qui visent l'amélioration du secteur de communication et médias dans tous ses aspects ici en RDC aura comme thème les médias congolais. Quelle perspective à l'ère du numérique et des défis du développement durable? C'est en toute sérénité, dans une salle calme du centre Nganda à Kitambo, que se déroulent les travaux préparatoires des états généraux de la communication, sous les thèmes « Les médias congolais ». Quelle perspective à l'ère du numérique et des défis du développement durable? Différentes composantes, notamment l'UNPC, le CESAC, l'ANEAP, le GED et autres, sont réunies en panel pour discuter sur l'organisation des États généraux. Les travaux subdivisés en 3 commissions, dont la commission des viabilités économiques des médias, qui a pour mission de peaufiner les stratégies pour permettre une existence des entreprises médias qui ne sera bénéfique aux propriétaires que le personnel de ces médias, voire à l'État pour la commission des réformes des lois et cadre légal, qui a pour mission de pondre de nouveaux textes adéquats afin de renforcer la régulation dans le domaine de la communication et médias. Et enfin, la 3e commission est dirigée par Jean-Marie Kassamba et Rose Massala, qui doit définir la politique de la communication du gouvernement. Depuis 1990, l'image du Congo a été complètement déstructurée, malgré les efforts qui ont été apportés individuellement par tel ou tel dirigeant. Il faut aujourd'hui redéfinir le message national, l'identité nationale, les valeurs qui constituent notre République aujourd'hui, redéfinir les structures qui doivent piloter cette communication, mais également trouver les ressources humaines nécessaires, les voies et moyens, mais surtout les moyens technologiques, les ressources humaines qui doivent travailler sur des moyens techniques financiers pour que le Congo soit présenté autrement, sa visibilité soit autre que ce qu'on connaît aujourd'hui. Le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'est dit en tant que chef de la tutelle et hôte de l'événement attendre de ces forums des vraies réformes et innovations pour une presse congolaise qui doit inspirer celle
d'autres pays. C'était lors de la visite qu'il a rendue aux membres du comité d'organisation et scientifiques internés. Ces assises aux allures d'un grand ménage consistant à réhabiliter les secteurs de la communication en République démocratique du Congo sont organisées sous le patronage de la présidence de la République avec l'appui de la primature et d'autres partenaires, notamment l'Union européenne et l'Internews. Conduit par le député national Samuel Mbemba, les jeunes de la Convention pour la République et la démocratie et ceux de l'UDPS ont dit leur soutien aux institutions du pays. C'était au cours d'un carnaval organisé à Ngaliema en prévision de la marche pacifique de la JCRD prévue ce dimanche. Tout a commencé par un match de football organisé par la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie avec à sa tête le député national Samuel Mbemba Kabouya. Cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat de fraternité a opposé la Ligue des jeunes de l'UDPS à celle de la JCRD, s'est soldée sur un score d'un but partout. Les jeunes de la CRD et ceux de l'UDPS se sont ensuite dirigés vers l'espace pays voisin en Ngaliema pour un carnaval au cours duquel le député national Samuel Mbemba Kabouya les a appelés à soutenir les institutions du pays et à se préparer pour la marche pacifique prévue ce dimanche au camp Luka. Quand on a le pouvoir, il faut savoir comment le protéger. Et je vous invite à soutenir les institutions du pays en commençant par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, notre papa. Je vous encourage à être comme le jeune de l'UDPS qui jure jusqu'au sacrifice suprême. Nous ne permettrons pas que quiconque vienne tenir une manifestation ici ce dimanche. Nous serons au camp Luka pour une marche de soutien aux institutions. Les jeunes de la CRD réitèrent leur soutien total au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, et autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie. Direction les provinces de la République. Dans le Lualaba, le gouverneur intérimaire a répondu ce jeudi aux nombreuses préoccupations des élus. Parmi les bonnes nouvelles qu'elle a réservées à la représentation locale de la population, il y a l'asphaltage de la route nationale numéro 39 sur le tronçon Kolwezi-Dilolo. Déjà 80 km sont réalisés sur 222 prévus partant de Kolwezi jusqu'à Kambololo. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. Le budget sous examen est donc recevable. Le projet d'édit budgétaire exercice 2022 de la province du Lualaba a été jugé recevable par les élus provinciaux ce mardi 15 décembre 2021 au cours d'une séance plénière présidée par Louis Kamweni, speaker de cet organe. Bien avant, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba était face à la représentation du peuple pour répondre à leurs préoccupations soulevées après la défense du projet d'édit budgétaire. L'autorité provinciale a, au cours de cet exercice parlementaire, donné des réponses claires et précises, secteur par secteur. Concernant les infrastructures, Masuka Saini a rassuré les députés provinciaux la ferme volonté de l'exécutif provincial de doter tous les 5 territoires des infrastructures viables en conformité avec la vision du président de la République Félix Tshisekedi qui ne jure que par procurer au peuple lualabais une qualité de vie à la hauteur de ses richesses naturelles. Au chapitre de la fourniture en eau et électricité, la première citoyenne de la province du Cobalt a réaffirmé l'engagement de son institution à mettre en œuvre le projet du barrage hydroélectrique de Boussanga et le forage des bornes fontaines à travers toute la province en vue de pallier ce déficit. Fifi Masuka s'est également réjoui de l'attention particulière de ses élus du peuple pour l'amélioration du vécu quotidien des Lualabais. Étant moi-même issu d'une famille modeste, je me sens profondément attaché au peuple. Ainsi, toute mon action au cours de cette année qui commence bientôt sera guidée par le principe de l'amour du prochain. Je veillerai à ce que mes compatriotes du fin fond de tous les 5 territoires bénéficient tant soit peu
des retombées de l'action gouvernementale. C'est à moi de dire merci à Dieu parce que Dieu a voulu nous donner cette dame, une dame de cœur qui a voulu rencontrer les aspirations de nos députés. Mais nous allons l'accompagner pour que ça puisse être concrétisé pour l'intérêt de notre population. Au sortir de la plénière, Fifi Masuka a eu du mal à trouver un passage suite au millier de ses administrés venus volontairement lui donner un coup de pouce moral dans cette bataille démocratique. Dans le Haut-Katanga, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda est toujours en prison de Kassapa. Cependant, le comité exécutif Sud-Congo de l'église méthodiste unie a, au cours de sa session de décembre, fait un plaidoyer à l'endroit du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il sollicite la grâce présidentielle. Réunis en session de décembre 2021, les comités exécutifs du Sud-Congo de l'église méthodiste unie, sous la houlette de son évêque, Monseigneur Kassapo, a statué ce mercredi 15 décembre 2021 sur le cas de la libération du pasteur Daniel Ngoy Mulunda de la nouvelle église méthodiste unie. À cette occasion, la commission juridique a adressé une demande spéciale au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'église méthodiste unie, région épiscopale du Sud-Congo et Zambie, conférence annuelle du Sud-Congo, a l'honneur de s'adresser à votre ultime recours pour demander une grâce présidentielle en faveur de notre frère pasteur Ngoy Mulunda Nyanga Daniel et gardé à la prison de la Kassapa à Lubumbashi. En tant que père de toute la nation congolaise, nous vous prions à ce qu'il soit accordé une grâce présidentielle à ce serviteur de Dieu, Daniel Ngoy Mulunda. Excellence, c'est sans condition ni obligation que nous vous adressons la présente demande, mais c'est par l'amour à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Outre les cas du pasteur Daniel Ngoy Mulunda, le comité exécutif a aussi auditionné les rapports annuels des bureaux et coordination. Chose promise, chose due, désormais le quartier Weye, cellule Kassamba, dans la commune annexe, sera desservi en énergie électrique. C'est le gouverneur du Haut-Katanga qui en a personnellement supervisé l'opération ce jeudi 16 décembre 2021. D'ici 2 semaines, environ 400 ménages du quartier Weye, cellule Kassamba, dans la commune annexe, ville de Lubumbashi, seront desservis en énergie électrique. Une promesse faite par le gouverneur Jacques Aboulakatoué 6 mois avant et qui vient d'être concrétisée. Le chef de l'exécutif provincial a personnellement supervisé l'opération de la pose des poteaux électriques. Jacques Aboulakatoué était accompagné de son commissaire au développement rural et d'une foule constituée d'hommes, des femmes, des jeunes et enfants qui, de leurs yeux, ont vu des poteaux électriques être levés pour la première fois dans ce quartier qui existe depuis bientôt 6 ans. Ainsi, le gouverneur Jacques Aboulakatoué aura non seulement visité ce quartier, mais aussi lui aura fourni du courant électrique et une route praticable, comme le témoignent ses habitants. Je remercie vivement le gouverneur. Dans notre quartier, nous étions oubliés de tous. Nous étions qualifiés de villageois. Mais lui, il vient de nous honorer aujourd'hui en nous offrant du courant électrique et une route. Nous prions Dieu qu'il le garde et qu'il vieillisse. Ne l'oublierons jamais. Nous lui remercions. Et après les dégâts enregistrés à la suite de la pluie orageuse du 6 décembre dernier, le gouverneur Jacques Aboula s'est rendu à la Cité des Jeunes pour s'en rendre compte sur place. L'autorité provinciale a rassuré les élèves et encadreurs du début des travaux de réhabilitation par le gouvernement provincial.
Dans sa promptitude habituelle à compatir et à réagir aux problèmes qui touchent la population du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué est allé ce mercredi 15 décembre 2021 se rendre compte des dégâts occasionnés à la Cité des Jeunes par des pluies torrentielles qui se sont abattues en date du 6 décembre dernier. À son arrivée, les élèves internes se sont rangés pour l'accueillir et un mot de bienvenue a été lu à l'intention de l'autorité provinciale. Les élèves n'ont pas manqué d'étaler à leur hôte les problèmes auxquels ils font face. En visualisant vos œuvres à travers la province, nous voyons et croyons déjà que la Cité des Jeunes sortira de cette misère. Le père directeur Serge Mouaka a fait visiter au gouverneur les compartiments touchés. C'est primordialement le dortoir qui a subi des gros dégâts. Toute la toiture a été emportée, livres et autres matériels scolaires gâtés. Le père directeur a exprimé tout son plaisir et toute sa gratitude au gouverneur pour sa visite. Votre empressement pour venir nous voir est signe de l'attention que vous portez à l'éducation de la jeunesse, de notre province en particulier, et de la formation professionnelle des jeunes, cheval de bataille pour les chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi. Vous êtes vraiment Wetu Wandani. Pour les chefs de l'exécutif provincial, cette structure salésienne d'encadrement des jeunes est un bras important du développement. C'est ce qui justifie justement son empressement. Nous sommes dit qu'on ne pouvait pas laisser la situation intacte et donc nous avons pris la résolution non seulement de visiter pour faire le constat de ce qui s'est produit, mais aussi déjà dès demain de se mettre à l'œuvre pour que nous puissions refaire la toiture et remettre les tôles sur le bâtiment. Et dans le Haut-Uélé, pour terminer, après plusieurs années de travail de traduction, la version Lika du Nouveau Testament a été dédicacée mercredi dans la petite localité de Juba, en territoire de Wamba. Occasion pour le gouverneur de province de prêcher l'unité et l'amour avant de rassurer les habitants qu'il poursuivra le travail de désenclavement de cette chefferie Balika-Toribo. Accueilli par l'administrateur du territoire de Wamba et ses autorités coutumières, c'est sous cette salve d'applaudissements ponctués de cris de joie que le gouverneur du Haut-Uélé fait son entrée dans cette vaste étendue aménagée pour leurs circonstances. Une fois cette étape de présentation terminée, ce responsable de la communauté sécassaise en dévoile le produit de ce travail de longue haleine. Les jours J, c'est des jours J. Dans sa communication, l'autorité provinciale prêche l'unité et l'amour entre ses concitoyens. Buku oyo mutu nyonso akosomba yango soki ekoki komema ete akende kokutana na mutu oyo asolaka na ye te elingi koloba sombi yango ya pamba ali compétition te kasi tozali bainstrument ya nzambe oyo akoki kosalela lelo Christophe na barole oyo bakoki kojoue mpona ngai mosala oyo nzambe apesi yo kontima yango te. Denge bapesi nga role ya gouverneur, jamais nakoki kodémissionner. Assignation nazwaki epai ya mokonzi ya mboka mpona développement ya chefferie na bino ezali total. Les titres qui ont fait l'actualité, c'est tout de suite. État de siège, l'Assemblée nationale a voté la 14e prorogation avec une particularité, l'arrivée des troupes ougandaises. Le Sénat a voté à l'unanimité la loi rectificative du budget 2021 et la loi des finances 2022. C'était en plénière de mercredi en soirée. Désormais, une ligne rouge pour résoudre les conflits fonciers, une invention du ministre Sakombi pour avoir les informations à la source. Les médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique et des défis du développement durable, c'est le thème retenu pour les états généraux de la presse. Ce journal est terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.